Le 21 décembre 1978, la police arrête Pogo le clown et découvre 26 cadavres sous sa maison. Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Inside Story pour une histoire complètement folle sur le clown tueur en série le plus connu des États-Unis. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà, mais je voulais vraiment faire une histoire sur lui car sa story est vraiment folle. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas John Wayne Gacy, le clown tueur. En 1978, tout le monde entend parler de l'arrestation de John Wayne Gacy, surnommé le clown tueur, et des 26 cadavres cachés sous sa maison. L'Amérique est sous le choc en découvrant les horreurs commises par le clown, et c'est pas pour rien, car tout le monde le connaissait comme John Wayne Gacy, un voisin super généreux et bon. Il se déguisait d'ailleurs en clown pour rendre visite aux enfants malades dans les hôpitaux, et voilà qu'il se fait arrêter par la police pour avoir violé et tué 26 adolescents. John Wayne Gacy est né le 17 mars 1942 aux États-Unis à Chicago. Enfant, Gacy est en surpoids et souvent malade. Il est proche de ses deux sœurs et de sa mère Karen. Sa maman l'aime énormément, mais son père est un alcoolique violent et autoritaire. Il bat son épouse et humilie ses enfants et surtout il se moque en permanence de Gacy en le traitant de débile, de crétin à chaque fois qu'il n'arrive pas à faire quelque chose. Son père se moque de son surpoids et le compare à ses deux sœurs en le traitant de tapette lorsque sa mère le défend. Gacy était le seul des trois enfants qui endurait les coups lorsque son père le tabassait. Il ne pleurait pas. Il a vraiment eu une enfance catastrophique et cela va s'empirer. À l'âge de 9 ans, il se fait violer par un voisin qui était un ami de la famille et il n'osera jamais en parler. En gardant toute cette haine en lui et toutes les choses qu'il a subies durant son enfance, Gacy va se disputer avec son père à l'âge de 17 ans au sujet d'une voiture et va quitter le lycée. Il part à Las Vegas où il devient concierge dans un salon funéraire. Et là, il va y découvrir sa fascination pour les cadavres. Mais Gacy se fera très vite virer pour acte de nécrophilie. Eh oui, vous avez bien compris, il a avec un cadavre. La mère de Gacy tombe malade et il décide de réunir assez d'argent pour pouvoir se payer un billet et rentrer chez lui à Chicago. De retour à Chicago, il s'inscrit à l'université de commerce et obtient son diplôme en 1963. Bon vendeur, à tout juste 22 ans, Gacy va gravir les échelons et va même devenir gérant d'un magasin de vêtements pour hommes. En septembre 1964, Gacy épouse Marilyn Myers, dont son père Fred Myers a une franchise de 3 restaurants KFC et il propose à Gacy de reprendre ces 3 restaurants. Dans le but de se sentir toujours plus reconnu et plus important, Gacy accepte de quitter sa ville natale et de partir dans l'Ohio. Gacy et son épouse ont eu 2 enfants, une fille et un garçon, et ils possèdent une jolie maison dans la ville de Waterloo. Les Gacy étaient vraiment la parfaite image qu'on a d'une famille heureuse. Mais une chose gêne l'épouse de Gacy, c'est qu'il fait toujours style devant ses amis qu'il a des contacts dans la police. Alors qu'en réalité, il leur amène juste des morceaux de poulet du fast-food dont il est le patron. Gacy ne montre jamais d'affection en public envers son épouse. Il fait vraiment tout ce qui est possible pour que personne n'ait de soupçons sur lui. Il fait même partie du groupe anti-vol des commerces qui consiste à faire des rondes autour des commerces la nuit. En plus de tout cela, les week-ends, il enfile son costume de Pogo le clown et rend visite aux enfants malades dans les hôpitaux. Le mec, donc, il fait vraiment le maximum pour que tout le monde le voit comme un homme respectable et gentil. Au fast-food, Gacy abuse souvent de son autorité sur ses jeunes employés. Alors que tout le monde le considère comme un homme gentil et respecté dans sa communauté, ses employés, eux, connaissent son côté sombre.
Gassi engage vraiment beaucoup de jeunes étudiants garçons, car en vérité, Gassi est gay, mais il se cache derrière son mariage pour éviter que les gens le jugent. Par la suite, Gassi crée même une sorte de club dans la cave de sa maison où les jeunes adolescents peuvent se réunir pour boire de l'alcool et jouer au billard. Il fait même payer un abonnement aux adolescents pour qu'ils puissent profiter du billard et de l'alcool à volonté. Gassi met en place un jeu très malsain. Si les garçons perdent au billard, il les force à lui faire une fellation. C'est un ouf le mec. Durant l'été 1967, Gassi ramène chez lui un jeune garçon pour regarder un film, jouer au billard et boire de l'alcool. Ce jour-là, son épouse est à l'hôpital car elle vient de donner naissance à son deuxième enfant. Gassi et le jeune ado jouent une partie de billard et bien sûr, le garçon perd. Gassi l'oblige à lui faire une fellation, mais le garçon refuse. Alors Gassi se jette sur lui avec un couteau et lui fait une coupure au bras. Puis il regrette tout de suite et lui présente ses excuses et insiste pour que le garçon reste chez lui. Gassi arrive à convaincre le jeune ado de rester chez lui et ensuite il lui montre son tour de magie préféré, le tour avec les menottes qu'il maîtrise parfaitement. Et lorsque le garçon est menotté, Gassi tente de l'agresser. L'adolescent fait alors semblant de s'évanouir et là Gassi le lâche et accepte de le ramener chez ses parents. Truc de ouf quoi. Le mec lui renlève les menottes et il accepte de le ramener chez lui. L'adolescent ne portera jamais plainte par honte de s'être fait manipuler. Quelques jours après, dans son fast-food, Gassi attache un de ses jeunes employés, Edward Lynch, et l'étrangle jusqu'à qu'il s'évanouisse, puis le viole. Peu de temps après, Gassi licencie Edward de son restaurant. Edward va donc voir la police pour porter plainte, mais la police ne le croit pas. Car Gassi dit à la police que l'ado raconte ça uniquement pour se venger d'avoir été viré. Et la police le croit, donc il classe l'affaire. Une année après, en 1968, Donald Wallace, un des jeunes employés de Gassi, ne supporte plus les agressions de son patron. Il va donc se plaindre directement à ses parents. Son père est immédiatement allé voir la police de Waterloo qui commence donc son enquête sur Gassi. Le 2 mai, Gassi passe donc au détecteur de mensonges et l'examinateur indique que Gassi ment, mais il continue de nier toute culpabilité. 8 jours après le détecteur de mensonges, Gassi fut inculpé pour sodomie. En juillet, il passe une nouvelle fois au détecteur de mensonges avec le même résultat. Gassi ment. Il admet enfin avoir eu des relations avec le jeune Donald Wallace, mais il dit que l'adolescent était consentant et qu'il l'a même payé pour cette relation. Sa seule défense est que certains membres du comité essayent de le nuire pour l'empêcher de se présenter à la présidence locale. Beaucoup de ses amis crurent à cette explication et le jugement fut donc mis en pause pour un moment. Le 30 août 1968, Gassi va payer un jeune nommé Russell pour frapper et tabasser Donald Wallace. Donc le 30 août 1968, Russell convainc Donald Wallace de monter dans sa voiture. Il va ensuite l'amener dans une forêt, le mettre au sol en le tabassant. Mais Donald Wallace va réussir à se défendre en lui cassant le nez, puis va réussir à s'enfuir. Là, Donald Wallace va appeler la police et va leur expliquer la situation et surtout va porter plainte contre Russell. Le jeune Russell, arrêté alors par la police, va expliquer qu'un dénommé Gassi l'a payé 300 $ pour tabasser Donald Wallace. Début septembre, Gassi se fait alors inculper pour avoir payé un jeune de 18 ans pour tabasser Donald Wallace. Peu de temps après, Gassi avoue enfin avoir agressé Donald Wallace. Le 7 novembre 1968, il est condamné à 10 ans de prison, la peine maximum pour ce genre de crime. Gassi a alors à peine 26 ans et le joli monde qu'il a construit tout autour de lui s'effondre. Son épouse, qui est choquée, demande et obtient rapidement le divorce. En prison, Gassi est très respecté par les gardiens car il joue vraiment le rôle d'un homme gentil, aimable, et il va même faire des cours de niveau universitaire pendant qu'il est en prison. En mars 1970, Gassi subit une évaluation psychiatrique. L'un des psychiatres de la prison affirme que Gassi a une personnalité passif-agressif et ordonne qu'il soit libéré sur parole.
Quant à l'autre psychiatre, bien au contraire, il affirme que Gassi est un prédateur et qu'il présente un possible risque à venir. Mais la commission de libération préfère écouter l'avis du premier psychiatre. Après seulement 21 mois de prison, donc même pas 2 ans, le rêve de Gassi devient réalité. Il est mis sous libération conditionnelle. Il n'avait même pas fait un quart de sa peine. C'est vraiment n'importe quoi. Le 18 octobre 1970, Gassi quitte la prison et repart à Chicago pour s'occuper de sa mère malade. Gassi décide de commencer une nouvelle vie à Chicago en ne laissant personne connaître quoi que ce soit de sa condamnation. Mais le père de Gassi meurt et il tombe en dépression. Gassi s'installe dans la maison de sa mère à Chicago et il obtient grâce à un ami de la famille un poste dans la cuisine d'un restaurant. Le restaurant est fréquenté par de nombreux policiers et politiciens. Gassi tente d'obtenir un droit de visite pour ses enfants, mais son ex-épouse ne répond jamais à ses lettres. Énervé, Gassi lui annonce qu'il ne veut plus jamais les revoir, ni elle ni les enfants, et qu'ils sont morts à ses yeux. Après 4 mois, comme tout se passait bien au restaurant, Gassi a pu acheter une nouvelle maison avec l'aide de sa mère. Ils possèdent chacun une moitié bien définie de la maison. Gassi se lie rapidement d'amitié avec ses nouveaux voisins, les Grecha, qui vivent dans le quartier depuis sa construction. Ses voisins le considèrent comme un homme bon, chaleureux et généreux. Mais certains de ses voisins trouvaient qu'il en faisait un peu trop. En 1971, Gassi rencontre Carole, une divorcée mère de 2 filles, qu'il connaissait déjà car il était sorti avec elle à l'époque du collège. Et j'ai envie de dire, heureusement pour elle, qu'elle n'avait pas de petits garçons, vu qu'il kiffe les petits garçons. Franchement, ça a flippé. Le 1er janvier 1972, 3 mois après sa libération conditionnelle, Gassi veut ramener sa mère chez elle après la soirée de Nouvel An. Mais sa mère refuse, elle veut rester encore quelques heures, elle préfère être accompagnée par quelqu'un d'autre. Aux alentours de minuit 30, Gassi est vexé, il s'en va et conduit dans les rues de Chicago. À la recherche de compagnie, il rencontre un jeune homme de 18 ans et le ramène chez lui. Ils boivent de l'alcool et ont des relations intimes. Mais aux alentours de 2 heures du matin, Gassi assassine le jeune homme avec un couteau. Gassi enterre le corps du jeune garçon sous sa maison. Ça sera la seule victime qu'il tuera avec un couteau et également sa première victime qu'il va enterrer sous sa maison. En 1972, Gassi épouse Carole après que sa mère ait déménagé dans une autre maison. Sa femme Carole sait que Gassi a fait de la prison, mais il ne lui a jamais dit le véritable motif. Elle le trouve généreux et gentil et elle pense qu'il s'occupera bien de ses 2 filles. Elle emménage donc rapidement dans sa maison. Évidemment, Gassi attire des adolescents chez lui uniquement lorsque son épouse n'est pas à la maison. Les Gassi ont une belle amitié avec leurs voisins, les Grecha, qu'ils invitent souvent à leur barbecue et à leurs différentes fêtes. Les Grecha sont heureux d'être invités à leurs nombreuses fêtes, mais n'arrivent pas à passer à côté de l'odeur nauséabonde de cadavres qui règne dans la maison. Malgré de nombreux amis et voisins qui se plaignent de l'odeur, ils continuent cependant tous à se rendre chez les Gassi pour les barbecues et les soirées. En 1974, Gassi ouvre une entreprise qui est dénommée Painting, Decorating and Maintenance. Ça veut dire que c'est une entreprise où il retape des maisons, les peigne et les décore. Et bien sûr, Gassi va engager que des jeunes adolescents comme employés. Il explique à ses amis qu'il préfère travailler avec des jeunes ados car il les paye moins que les adultes et donc peut augmenter sa marge. Alors que nous, on connaît la vraie raison. Gassi continue de penser qu'il va réussir à réaliser ses rêves de gloire. Pour cela, il se présente en politique. Il comprend qu'il doit se faire connaître en participant à des activités communautaires et bénévoles. Gassi impressionne Monsieur Matwick, qui est le dirigeant du comité démocrate de la ville, car il se déguise en Pogo le clown pour rendre visite aux enfants malades dans les hôpitaux de la ville et toujours bénévolement. En 1975, Gassi gravit les échelons et travaille maintenant dans le secrétariat du comité. Bien évidemment, Gassi continue à séduire ses employés et à abuser d'eux. En 1976, Johnny Putkovich, 16 ans, est engagé par Gassi pour repeindre principalement des maisons.
Ils ont une bonne relation professionnelle, mais un jour, Gacy refuse de lui payer 2 semaines de travail. Énervé par la malhonnêteté de son patron, Johnny Butkovich décide de se ramener chez Gacy avec 2 de ses amis pour obtenir son argent. Gacy refuse de le payer. Johnny le menace donc de raconter aux autorités de la ville qu'il ne paye pas les taxes sur ses bénéfices. Mais Gacy lui rappelle que c'est lui qui lui doit de l'argent, 300 $ de décoration pour l'appartement de son père. Johnny et ses amis s'en vont finalement car ils voient qu'ils ne peuvent rien obtenir de Gacy. Mais Johnny ramène ses amis et décide de faire un tour en ville. La nuit tombée, Gacy décide de sortir pour trouver un partenaire pour la nuit. Alors que Gacy roule en voiture, il aperçoit Johnny en ville et s'approche de lui pour s'excuser de s'être emporté. Il l'invite à venir chez lui pour qu'ils discutent cette fois-ci calmement de leurs différends. Une fois chez lui, il lui propose de boire et lui montre son tour de magie avec les menottes, qu'il pratique bien sûr dans les hôpitaux pour faire rire les enfants malades. Alors son tour de magie avec les menottes, c'est qu'il arrive facilement à les enlever. Il va donc convaincre Johnny de se faire attacher les mains. Gacy lui crie dessus et lui demande de se mettre à genoux et de lui dire pardon. Il lui dit également de jurer de ne plus jamais revenir chez lui pour lui demander de l'argent. Terrifié et en pleurs, Johnny s'excuse et promet de ne plus jamais revenir. Mais Gacy le jette violemment au sol, le viole et le force à lui faire une fellation. Après cela, Gacy s'empare d'un câble et étrangle Johnny jusqu'à qu'il meure. Gacy dort quelques heures, puis le lendemain, il traîne le corps de l'adolescent dans le garage, il creuse un trou et l'y enterre. La police de Chicago est prévenue de la disparition du garçon par ses parents. Ils vont directement interroger Gacy, mais ne vont rien trouver à lui reprocher. Le mec est impeccable. La police finit par conclure que le jeune a sûrement fait une fugue, comme de nombreux ados à l'époque. Gacy est rarement chez lui, et lorsqu'il est chez lui, il passe son temps dans le garage avec des ados. Sa femme, Carol, va retrouver des magazines représentant des hommes et des garçons nus. Gacy finit par avouer et explique à sa femme qu'il préfère les garçons aux femmes. Lorsqu'elle lui demande d'où proviennent les habits de jeunes ados qui traînent dans la maison, Gacy lui crie dessus en lui disant de ne pas s'en mêler. Le couple finit par divorcer le 2 mars 1976. De nouveau seul, Gacy se sent soulagé. Il va enfin pouvoir ramener des jeunes garçons chez lui quand il le souhaite. Le 6 avril 1976, Gacy fait sa 3e victime. Il ramène chez lui un jeune homme nommé Darrell Sampson, âgé de 16 ans, à qui il a promis un emploi. On ne l'a plus jamais revu. Gacy l'a violé, étranglé, puis l'a enterré dans le vide sanitaire sous sa maison. Prenant confiance en lui, le 14 mai 1976, Gacy va tuer 2 adolescents le même jour. Le mec c'est un ouf quoi, il fait 2 crimes par jour maintenant, tranquille. Le premier garçon croit au mensonge de Gacy comme tous les jeunes, évidemment, il le suit chez lui. Gacy va le torturer, le violer pendant des heures avant de le tuer. Gacy repart en ville le même soir et tombe sur un jeune de 14 ans qui rentrait de chez sa grande sœur vers 23 h. Le jeune accepte de monter dans la voiture du gentil monsieur qui lui propose de l'amener chez ses parents à une heure si tardive. Bien évidemment, il subit le même sort, violé puis étranglé. Gacy va enterrer les 2 corps dans la même fosse sous sa maison. Il continue avec Michael Bonin, 17 ans, qu'il va convaincre de venir chez lui, puis il va le violer et étrangler, et bien sûr l'enterrer avec toutes ses autres victimes sous sa maison. William Billy, un jeune garçon de 11 ans qui avait fugué de chez lui, va également rencontrer Gacy sur sa route et évidemment va subir le même sort que toutes les autres victimes. Violé, étranglé et enterré sous sa maison. 2 mois plus tard, le 6 août 1976, Rick Johnson disparaît alors qu'il rentre d'un concert. Sa mère l'avait déposé et il devait normalement rentrer avec des amis. Mais Gacy avait entendu parler du concert et il s'y est rendu dans l'unique but de trouver un adolescent à ramener chez lui. Le mec il cherche des endroits où il y a des proies et tout. C'est un ouf. Il tombe sur Rick et lui propose de le ramener chez ses parents. Rick est bien évidemment super content car il ne trouvait personne pour le ramener chez lui. Gacy le ramène dans sa maison, le viole, l'étrangle et l'enterre.
Le 11 septembre 1976, c'est au tour de Gregory Godzik, 17 ans, de disparaître après avoir rencontré Gacy. Le 15 mars 1977, John Prestige, 22 ans, va également être tué par Gacy. Le 5 juillet 1975, Gacy drogue Matthew Bowman, puis le torture, le viole et le tue. Il enterre le corps du jeune homme avec les 11 autres. Le 15 septembre 1977, c'est au tour de Robert Gilroy, 18 ans, de disparaître alors qu'il rentrait du ranch de ses amis. John Murray, 19 ans, Russell Nelson, 21 ans, Robert Winch, 16 ans, Tommy Balling, 22 ans et David Talsman, 19 ans. Tous ces jeunes hommes ont eu le même sort, torturés, violés, puis étranglés et enterrés sous la maison de Gacy. En 1978, Gacy va rencontrer Rosalind Carter, la femme du président Jimmy Carter, et il va faire une photo avec elle. Il va ensuite mettre cette photo en mode trophée dans son bureau. C'est vraiment fou de se dire que même la femme du président n'a rien vu, elle n'a rien ressenti, elle lui a carrément serré la main et tout. Et puis, elle était persuadée que c'était un homme bon et généreux, alors que le mec tuait des ados et les enterrait sous sa maison. Horrible. Preuve que Gacy était vraiment un homme respectable en dehors de sa maison. Le 11 décembre 1978, tout bascule. Robert Piste, 15 ans, travaille dans une pharmacie après les cours pour gagner de l'argent et pouvoir se payer une voiture. Sa mère, qui est venue le chercher pour fêter son anniversaire en famille, attend à l'intérieur de la pharmacie car Robert lui a dit qu'un homme voulait vite le voir pour lui proposer un job encore plus rentable. Donc il a accepté de vite voir cet homme et a dit à sa mère de l'attendre dans la pharmacie où il travaillait. Cet homme, c'est évidemment Gacy. Mais Robert ne revient pas et sa mère commence à s'inquiéter. Avec son mari et ses enfants, Madame Piste cherche Robert mais ne le trouve pas et finit par appeler la police. Le lieutenant Joseph comprit que Robert n'a pas fait de fugue et commence rapidement son enquête. Il apprend que l'homme à qui le jeune Robert devait parler est John Wayne Gacy. Joseph décide de consulter le casier judiciaire de Gacy et il est choqué quand il voit les raisons pour lesquelles Gacy a fait de la prison à l'époque. Ça lui semble incroyable que Gacy soit en liberté sans aucune surveillance. Le lieutenant se rend chez Gacy, mais Gacy lui dit qu'il ne sait rien de ce Robert et qu'il ne l'a jamais vu et ne le connaît même pas. Il demande à Gacy de le suivre au commissariat pour l'interroger car de nombreuses personnes avaient vu Gacy en compagnie du jeune garçon. Au commissariat, lorsque les policiers expliquent à Gacy que des témoins l'ont vu en compagnie du jeune Robert, Gacy répond « Ah oui, ce Robert-là ?» Il se fout de la gueule le mec ou... Non mais sérieux. Il se montre chaleureux et discute un bon moment avec les enquêteurs. Il se vante auprès d'eux en disant qu'il est un homme d'affaires, qu'il est également bénévole, qu'il se déguise en clown pour les hôpitaux et il leur dit aussi qu'il a des amis haut placés. Pendant ce temps-là, le lieutenant Joseph obtient un mandat de perquisition qui lui permet de fouiller la maison de Gacy. Il pense qu'il va y trouver le jeune Robert. Le lieutenant Joseph et son équipe découvrent la maison ordonnée, très propre et remplie de plantes vertes. Des peintures de clowns sont également accrochées aux murs peintes par Gacy. Ils pensent immédiatement qu'ils ont trouvé leur coupable car ils voient un tapis dans le salon avec une tache étrange qui ressemble à du sang. Un inspecteur fait rapidement une liste des objets dans la maison qui incriminent Gacy. Parmi de nombreuses choses, il découvre une boîte contenant plusieurs permis de conduire appartenant à de jeunes hommes, un couteau à cran d'arrêt avec du sang séché, de la bœuf, un morceau de couverture taché de sang, une paire de menottes, des vêtements de jeunes ados, des faux badges de policiers, des gottes qui étaient cachés dans le grenier, une corde et des cheveux dans le coffre de la voiture de Gacy qui est aussi fouillé. Les enquêteurs retournent au commissariat et expliquent à Gacy qu'ils ont saisi des objets chez lui. Gacy se met en colère et demande qu'on appelle son avocat. La police n'a rien de sérieux pour inculper Gacy, ils vont donc décider de le relâcher, mais ils vont toutefois mettre une équipe de surveillance de policiers en permanence sur Gacy jour et nuit. À mesure que les jours passent, Gacy commence à perdre son sang-froid. Il se met à boire énormément, cesse de se raser et crie sur ses employés tous les jours. Il embauche 2 avocats et porte plainte contre la police pour harcèlement. Une semaine après la disparition du jeune Robert,
Gassi est à bout de nerfs. Il devient insomniaque et épie en permanence les deux policiers qui le surveillent. Un jour, il invite les deux policiers à boire un café chez lui pour les amadouer et leur demander où en est l'enquête et surtout pour leur prouver son innocence. Mais il fait une grave erreur car un des agents est un agent expérimenté, l'agent Schultz, qui reconnaît immédiatement l'odeur nauséabonde qui est l'odeur d'un cadavre. L'agent Schultz fait part au lieutenant Joseph de l'odeur de cadavre qu'il a senti chez Gassi. Entre-temps, les cheveux qui ont été retrouvés dans le coffre de la voiture de Gassi sont analysés et il semblerait bien que c'est les cheveux du jeune Robert Pist qui a disparu depuis une semaine. Le 21 décembre, le lieutenant Joseph décide d'arrêter Gassi pour possession de bœufs. Car en effet, les deux policiers qui le surveillaient ont vu Gassi vendre de la bœuf dans une station essence à un type. Donc là, ils savent pas s'il a fait exprès pour se faire choper, mais en tout cas, ils décident de l'arrêter. Les deux policiers ramènent Gassi chez lui et lui annoncent qu'ils vont fouiller sa maison de fond en comble et qu'ils vont même enlever le plancher s'il le faut. Gassi s'effondre et avoue avoir enterré un homme sous le plancher de son garage. Il ajoute qu'il l'a tué en état de légitime défense, bien sûr. Il continue à mentir et à nier. Les policiers ne le croient pas. Ils commencent par retirer le tapis où il y avait une tache de sang et ils y découvrent une trappe. Ils ouvrent la trappe et ils découvrent une mare d'eau sombre et qui pue vraiment la nausée. Un technicien de la police va d'abord vider toute l'eau qui est dans le vide sanitaire. Puis un agent descend dans la boue, il fouille pendant un moment et découvre rapidement un os de bras, puis celui d'un pied. Le cadavre retrouvé est trop décomposé pour être celui du jeune Robert. L'agent comprend donc et est choqué. Il dit à ses collègues « Je crois que cet endroit est rempli de cadavres de gamins ». Les enquêteurs commencent à creuser dans le vide sanitaire et ils réalisent que Gassi est l'un des pires tueurs en série de l'histoire américaine. Durant les jours et les nuits qui suivent, les enquêteurs creusent sans s'arrêter. Pendant ce temps, John Wayne Gassi est interrogé au quartier général de la police. Confronté aux preuves, il avoue finalement aux policiers le meurtre d'au moins 30 adolescents en 7 ans. Il avoue avoir enterré la plupart des corps sous sa maison. Gassi finit également par avouer qu'il a violé et tué le jeune Robert qui a disparu depuis plus d'une semaine. Il dit qu'il a placé le corps de Robert dans le grenier et que quand Joseph était venu l'interroger devant sa porte, le corps du jeune Robert était encore dans le grenier. Comme il n'y avait plus de place dans le vide sanitaire sous sa maison, Gassi avoue avoir balancé le corps du jeune Robert dans la rivière comme il l'avait fait pour ses 4 dernières victimes. Gassi fait un dessin aux policiers pour qu'ils puissent retrouver plus facilement toutes les tombes où il a enterré les corps des jeunes garçons. Le premier jour de fouille, la police découvre 2 corps. Jour après jour, les enquêteurs déterrent de nouveaux corps. En décembre 1978, la police annonce qu'ils ont découvert 26 cadavres sous la maison de Gassi et un cadavre dans son garage. La police découvre également 6 cadavres dans la rivière et un cadavre enterré dans le mur de la maison de Gassi qui avait été bétonné. La maison fut ensuite détruite et réduite en poussière. Les policiers comparent des radios dentaires et d'autres indices pour pouvoir identifier les victimes, mais 9 d'entre elles ne seront jamais identifiées. Le 6 février 1980, le procès de John Wayne Gassi commence. Le procureur explique au jury que Gassi a assassiné 33 hommes en quelques années. L'avocat de Gassi essaye de faire passer les actes commis par Gassi comme étant de la folie. Bien évidemment pour que Gassi soit déclaré fou et qu'il échappe à la peine de mort. Le docteur Thomas Eliseo, qui a interviewé Gassi avant le procès, dit qu'il trouve Gassi très intelligent, mais qu'il souffre de schizophrénie paranoïde. Il admet cependant que Gassi n'aurait pas pu commettre 33 meurtres sans se rendre compte qu'il faisait quelque chose de mal. Après 5 semaines de procès, le 5 mars 1980, Gassi fut condamné à la peine de mort. Enfin, j'ai envie de vous dire, enfin quoi. Durant les 14 années que Gassi passa dans le couloir de la mort, Gassi peignit des tableaux de clowns et également des portraits de lui-même déguisé en clown. Après son décès, certaines de ses peintures se vendirent à plus de 20 000 $ lors d'une vente aux enchères.
Cela provoqua l'indignation des familles des victimes et c'est normal. Donc l'acheteur, il a fait quoi? Il a brûlé toutes les toiles. Donc il gaspille 20 000 $ et après il brûle toutes les toiles. Ok. Gacy fut exécuté par injection le 10 mai 1994. Répugnant et médiocre jusqu'au bout, ses derniers mots furent « Kiss my ass ». Non mais le mec, quoi, il est vraiment dégueu jusqu'à la fin, quoi. On lui demande ses derniers mots, il répond ça. Petite info supplémentaire, de nombreux films se sont inspirés de l'histoire de John Wayne Gacy, comme le film que tout le monde connaît, je pense, le film Ça. Ils sont inspirés de John Wayne Gacy, où on voit justement un clown qui attire les enfants pour les tuer. Voilà, c'est la fin de l'horrible histoire de John Wayne Gacy. Cette vidéo m'a vraiment pris beaucoup de temps, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un pouce en l'air, mettre un commentaire également pour me dire ce que vous en avez pensé, et je vous laisse me suivre sur mon réseau social Instagram. Je mets souvent des news pour les prochaines vidéos qui sortent. En attendant, je vous dis, fermez bien vos portes et vos fenêtres le soir. On se retrouve à une prochaine histoire. C'était Inside TV.